tout le monde est de retour, on va commencer. J'ai fait distribuer, vous avez des exemples de Canva devant vous. Et en arrière, il y a toutes les notes de ce que je vais vous partager cet après-midi. Donc, ça, c'est disponible aussi sur votre Basecamp, si vous voulez. Ça, c'est distribution libre, donc Creative Commons. Donc, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le passer. La seule chose, c'est que si vous distribuez, il ne faut pas faire de modifications. C'est la seule chose, mais c'est libre d'utilisation. Ça, c'est très important. C'est-tu, ton nom est écrit en bas, c'est toi qui l'as modifié ou c'est... C'est moi, j'ai mis des modifications. Okay. J'ai pris le concept d'Osterwalder, mais les questions, ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Puis, moi, j'ai des twists que j'ai amenés dans l'utilisation du Canva qui sont un peu différents de ce que vous avez entendu ailleurs. Mais c'est des éléments très importants. Et c'est pour ça que je veux en profiter pendant les prochaines minutes de faire un parcours rapide à travers le Canva et pour être certain que vous comprenez quelques-uns des éléments qui fait en sorte que cet outil-là peut être très, très, très utile dans le développement de votre modèle d'affaires. Donc, on recommence avec, c'est quoi un modèle d'affaires? C'est quoi le modèle d'affaires? C'est... OK, tout le monde doit le dire. Comment vous... Créer, livrer, récolter de la valeur. Super, super, OK. Tout le monde est réveillé, c'est bon. Mais pourquoi un Canva? Et moi, je pense que ça, c'est probablement la découverte ou l'invention la plus importante depuis l'invention du plan d'affaires. Le plan d'affaires est utile, mais c'est utile pour qui? Banquier. Le banquier, justement. Le but du plan d'affaires et la façon dont c'est monté, c'est pour justifier à un banquier le risque de prêter à votre entreprise. Et avec le temps, étant donné que c'était le seul outil qui existait jusqu'à ce moment-là, on l'a utilisé pour toutes sortes de sauces. Mais comme tout ingrédient qu'on essaie de mettre dans toutes sortes de sauces, ça fit très mal avec un start-up parce qu'il faut se rappeler, le but d'un start-up, c'est quoi? C'est la recherche d'un modèle d'affaires, pas la justification d'un modèle d'affaires. Et en 2011, à peu près en même temps, Alexander Osterwalder et Yves Pigneur travaillaient sur le concept du Canva de modèle d'affaires et Eric Ries travaillait de façon indépendante sur l'idée du Lean Startup. Donc ça, c'est comme deux branches fondamentales qui ont vraiment transformé la science autour du développement des startups. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que Alexander Osterwalder et Yves Pigneur cherchaient une façon quand même de enregistrer les idées, les apprentissages que vous avez dans le développement de votre modèle d'affaires, mais d'une façon très, très agile. Et le problème avec le plan d'affaires, c'est que c'est épais et il faut l'écrire, puis c'est une fois que c'est écrit, c'est désuet et c'est impossible à garder à jour. Donc, ce n'est pas l'outil qu'il vous faut dans le lancement de votre entreprise. Et toute banque, investisseur, partenaire, organisation gouvernementale qui vous demande votre plan d'affaires, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez de bord et vous allez ailleurs. Des investisseurs vont mettre des millions de dollars sur un Canva bien recherché qui révèle des choses, des découvertes à propos du marché et des évidences de votre connexion, de votre correspondance, problème-solution et produit-marché. Et pour ça, personne ne va demander un plan d'affaires maintenant. Personne. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les dernières années. Et j'ai aidé plusieurs CLD et d'autres organismes à comprendre c'est quoi cet outil-là du Canva pour pouvoir être plus agile avec leurs clients. Tu l'utilises aujourd'hui, les CLD? Les CLD commencent à l'utiliser de plus en plus. Quel, Québec? Québec, je ne sais pas encore, mais moi j'ai donné des formations à Montréal, à Gatineau, à Sorel, en Estrie aussi, à différents CLD, puis ils commencent à l'utiliser.
Puis c'est très, très, très puissant et vous allez comprendre pourquoi après un couple d'itérations. Donc, à quoi ça sert le Canva? Ça permet de fixer des hypothèses. Tout ce que vous mettez sur votre Canva, ce sont des hypothèses. C'est ce que vous pensez, puis après ça, il faut sortir sur le terrain et le valider. Mais c'est important d'enregistrer ces hypothèses, c'est le point de départ. Donc, tout ce que vous mettez sur le Canva, c'est vos hypothèses. Et ça vous permet, après ça, de voir l'interrelation entre les différents éléments de votre modèle d'affaires, de comment vous créez, livrez et récoltez de la valeur. Il y a 9 éléments fondamentaux. Ces 9 éléments sont les segments de marché, la proposition de valeur, les canaux de distribution, comment vous cherchez les clients, donc les relations clients, les flux de revenus, les activités et les ressources pour exécuter votre modèle d'affaires, vos partenaires et finalement les coûts. Oui, c'est pas pire, je l'ai fait presque ado. Puis c'est ça, ça devient une façon de penser à votre modèle d'affaires. Et une fois que vous comprenez la séquence, ça devient très, très puissant pour juger tout de suite quand vous voyez quelque chose, vous lisez à propos d'une entreprise, ou vous entendez que telle entreprise ou tel organisme a des problèmes. Maintenant, je suis capable de très rapidement diagnostiquer où est la faute dans leur modèle d'affaires. C'est une carte maintenant qui traduit un grand texte maintenant en éléments que je peux contrôler et comprendre et valider rapidement. Donc, les 9 éléments. On commence avec les secteurs de marché, segments de marché. Les segments de marché, ce n'est pas seulement des gens qui veulent, parce qu'on ne sait pas encore qui le veut. Ce qu'il faut trouver, c'est qui peuvent être touchés. Parce que vos segments de marché, vous avez des utilisateurs, vous avez des clients, vous avez des parties prenantes, des partenaires, des investisseurs. Et c'est qui là-dedans veut avoir le résultat? C'est qui là-dedans qui est prêt à investir du temps, de l'énergie et d'autres? Et aujourd'hui, de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une désintermédiation. Ça, c'est un grand mot, qui veut dire que la personne qui bénéficie, ce n'est pas nécessairement la personne qui paye. Donc, d'où le concept de la publicité, qui vient pour soutenir un modèle d'affaires, c'est un exemple de désintermédiation. Mais il y en a plusieurs d'autres. Il y a beaucoup de startups de Silicon Valley que c'est les investisseurs qui payent. Donc, la plupart des services gratuits que vous bénéficiez aujourd'hui, c'est grâce à tout cet argent-là de VC, les investisseurs qui sont en train de pomper des millions et des millions, ça nous donne les services gratuitement. Mais il y a toujours quelqu'un qui paye, à quelque part. Il faut le trouver, il faut trouver le lien entre la motivation de cette personne-là à payer et la personne qui l'utilise à s'investir. Et c'est ça qu'on parle ici dans le segment de marché. Puis, vous l'avez pratiqué tantôt aussi, ce n'est pas seulement les caractéristiques que je cherche. Le fait que ce soit une femme ou un homme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit anglophone ou francophone, qu'il soit riche ou soit pauvre, c'est moins important que de savoir leurs valeurs, leurs priorités, leurs qualités, les éléments intangibles. C'est ça qui va définir la tribu que vous allez bâtir. Il y a quelque chose en commun à travers toutes ces personnes-là que vous visez, ce fil conducteur. Et c'est ça que vous voulez trouver en faisant la recherche des segments de marché. Puis d'être capable de le définir de façon tellement précise que vous pouvez le reconnaître soit sur la rue devant vous ou sur leur façon d'agir, donc avec les métriques, si votre produit est plus un produit sur le web, ou juste à leur entendre parler. Donc, qui sont vos utilisateurs, vos clients, vos parties prenantes les plus importantes? Puis, on parle d'archétypes. Donc, créer des images. Donc, au fur des prochaines semaines, on va vraiment creuser, puis... C'est quoi en anglais, archétype? Archetype. Okay. Même mot. Mais c'est un portrait robot. Le portrait robot de la personne qui le veut et il le veut maintenant.
Puis je vous encourage de regarder autour de juste vos hypothèses de base. C'est qui les gens qui sont moins bien servis en ce moment, qui sont plus motivés, mais on les ignore, qui sont plus à gagner, ils sont plus motivés. Regardez autour, parce que c'est probablement là que vous allez unlocker, vous allez débarrer des marchés qui n'ont pas été adressés par personne à date. Ce que vous voulez trouver, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas tout le monde qui le veut, c'est personne qui le veut. C'est la personne qui le veut. C'est ça que vous voulez trouver. Le 1% des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui le veulent maintenant, qui sont prêts à s'engager. C'est ça votre marché d'entrée que vous devez identifier avec des preuves. Puis c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez commencer à bâtir le vrai produit. Parce que bâtir le produit sans connaître ce 1% du marché, ça ne sert à rien. Vous ne savez pas c'est quoi les fonctionnalités dans lesquelles vous devez investir. Donc la meilleure façon de bâtir un produit, c'est avec un client. C'est pour ça que moi, j'encourage les startups à avoir un client avant de développer le produit, puis le client et le produit, le client aide à développer le produit, ou votre premier bassin de clients vous aide à bâtir votre produit. C'est pour ça que j'adore le crowdfunding, surtout le consommateur. C'est une excellente façon de trouver votre marché initial, votre 1%, qui va vous aider à développer un produit qui change la vie des utilisateurs. Deuxièmement, proposition de valeur. Donc, vous avez défini ce 1% des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous offrez et qui sont prêts à s'engager. Mais c'est quoi cette valeur-là que vous offrez? C'est quoi qu'ils reconnaissent? C'est ça la proposition de valeur. Les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites, ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Je m'en fous des fonctionnalités de votre produit. Je m'en fous de ça. Je veux que ça fonctionne. Je le vis en ce moment avec le produit qu'on fait chez Nemesis pour l'industrie de l'assurance. Donc, nous développons un produit. Les inspecteurs qui vont sur les toits après une tempête de grêle pour inspecter les toits. Ce qu'on leur aide à faire, c'est on a un outil ils prennent une photo avec leur iPhone, puis le but, c'est de développer un système qui permet de dire, OK, le dommage qui est sur le toit, c'est vraiment de la grêle ou c'est de l'usure ou d'autres choses. Mais la rencontre de design que j'avais avec mon client la semaine dernière, j'ai posé la question, avez-vous besoin vraiment de savoir, qu'est-ce que ça vous donne de savoir si c'est de l'usure, si c'est un bris mécanique ou d'autres? Puis finalement, ils ont été d'accord avec moi. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est est-ce que ce dommage-là, c'est de la grêle ou c'est pas de la grêle? Donc, ça nous a permis de simplifier le développement de notre produit. On va pouvoir le produire plus rapidement, meilleure qualité, moins cher et l'avoir dans les mains du client. Vous voulez trouver la fonctionnalité que votre client ne peut pas s'en passer. Vous pouvez faire toutes sortes de choses, mais vous voulez trouver la fonctionnalité. Et sur Basecamp, probablement la semaine prochaine, je vais mettre, ça s'appelle Startup Metrics for Pirates de Dave McClure. Puis c'est ça qui parle. Vous trouvez la fonctionnalité. Enlevez toutes les fonctionnalités de votre produit, juste à temps que les gens commencent à se plaindre. Là, vous savez qu'il y a quelque chose d'important. Bien, c'est ça. C'est trouver cette proposition de valeur qui est incontournable. Est-ce que c'est une douleur? Si vous faites affaire aux entreprises, il faut que ça soit une douleur. Si vous faites affaire aux consommateurs, comme dans votre cas, là, c'est plus le désir. Mais de un ou de l'autre, c'est l'ego qui est en jeu. C'est leur survie qui est en jeu. C'est ça que vous voulez trouver. C'est quoi le bénéfice? Et de là, c'est quoi le déclencheur décisionnel? Le déclencheur décisionnel, c'est quoi l'élément que votre client perçoit dans votre offre qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas s'en passer de sortir leur carte de crédit. Et
Et ça, c'est vraiment la magie. C'est ça la magie. Puis même si vous n'avez pas besoin de l'argent de votre client parce que vous avez d'autres personnes qui payent dans votre système de modèle d'affaires, demandez quand même la carte de crédit de votre client. C'est la meilleure façon de juger est-ce qu'ils veulent vraiment votre produit, oui ou non. Un autre livre que j'adore, là, ça fait plusieurs années que c'est sorti. Combien d'entre vous connaissez Seth Godin? G-O-D-N. G-O-D-I-N. Seth Godin. C'est un auteur marketing. Lui, quand Hotmail est sorti, avant que Hotmail ait été acheté par Microsoft, c'est lui qui a fait en sorte que Hotmail est devenu assez grand pour être acheté par Microsoft. Comment? Il a fait, c'est lui qui a pensé à mettre au bas de chaque envoi Hotmail, allez chercher votre propre compte Hotmail en cliquant ici. C'est lui qui a pensé à ça. Et c'est lui qui a développé tout le concept de marketing par permission. Donc, les envois courriels qu'on a en ce moment, là, les listes de courriels, c'est lui qui a pensé à tout ça. Son livre Permission Marketing, c'est un des grands classiques. Et lui, il dit, il faut créer un lien avec le client, un lien de confiance, qui est tellement fort que le client est prêt à vous donner leur carte de crédit et ils vont vous dire, OK, j'ai confiance en toi, envoie-moi ce que tu penses que j'ai besoin, puis prends-le sur ma carte de crédit. C'est ce niveau-là de confiance que vous voulez trouver avec la proposition de valeur. Donc, puis il y a des façons, on va regarder ça le jour 3 et le jour 4, d'aller jusqu'au point de demander une carte de crédit, même si vous n'avez pas encore de produit. Puis c'est très légal et c'est essentiel même. Questions, commentaires? Parce que ça, c'est les deux parties les plus importantes. Tout le reste, vous pouvez dormir. Mais les segments de clients et propositions de valeur. Commentaires? OK. Viens en arrière, ça, s'il te plaît. Oui. L'autre, c'est qui? Donc, quelle est leur douleur, quel est leur désir? Puis ça, demain, on va aller plus en profondeur là-dessus. Non, mais c'est l'affaire de livraison puis récolter, c'est pas là-dessus. Hein? Tu sais, le récolte, la valeur. Oui, mais ça va être, ça va être ici quand on va parler Okay, des flux de revenus. Ouais, Parce qu'avant, il faut savoir comment je crée de la valeur. Donc, le lien entre les segments de marché et les propositions de valeur, le lien se fait via les canaux de distribution et via la relation client. Donc, canaux de distribution, c'est comment vous livrez cette valeur-là. Parce que je reviens à ton excuse, je t'interromps. Moi, je parle, depuis tantôt, je pense à des trucs, là. Oui. Puis là, un client potentiel, c'est vraiment des millions de dollars, c'est ça, qui sont payés liasses. Ça veut dire qu'il faudrait que je focus là-dessus, là, ça? Oui, c'est ça. Donc, quelque part dans l'univers, il y a quelqu'un qui ne peut pas vivre sans ta solution. Mais là, je me suis fait dire qu'elle voulait une solution complète, sinon je ne l'ai pas avoir, je l'ai brûler. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? La personne? Oui, mais par l'intermédiaire d'un ami, là. Oui. Mais parle à la personne, puis pose la question. Pour elle, qu'est-ce que ça veut dire une solution complète? Okay. Puis, si elle le veut, puis elle le veut assez pour devenir ton client, elle va te donner l'argent pour pouvoir le faire. Okay. Puis, c'est la meilleure façon de tester un partenaire potentiel ou un client potentiel. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais le bâtir pour vous. Et vous allez avoir comme 1 an ou 2 ans d'exclusivité. Puis après, bien, je garde tous les droits, bien sûr. Ça, c'est le meilleur argent pour développer son entreprise. Canaux de distribution. Ah oui, puis une chose que je veux mentionner, c'est qu'ici, là, dans la proposition de valeur, on ne parle pas des fonctionnalités. Nulle part ici, on parle des fonctionnalités. Les fonctionnalités vont ressortir de votre modèle d'affaires. Quand tu dis valeur, c'est comme une valeur d'une compagnie, c'est valeur de même, c'est ça que tu parles? Non, c'est le bénéfice. Moi, pour le client payeur, il y a un bénéfice. C'est ça la valeur. Donc, sauver de l'argent. Sauver de l'argent, c'est jamais une valeur. Okay. C'est parce que tout le monde va promettre, vous allez sauver du temps, vous allez sauver de l'argent. C'est très, très moche. Mais votre truc de tantôt, là, la grêle, c'est quoi son bénéfice? Il sauve de l'argent, là, ça? Oui, il va sauver de l'argent, mais surtout, maintenant, si l'assureur se fait poursuivre,
il va avoir un système calibré, certifié par l'Institut de l'assurance qui dit oui, c'est vraiment de la grêle. Donc, ils ne peuvent plus aller en cours. Ils vont sauver beaucoup d'argent d'aller en cours. Ça, c'est une des motivations. On a toute une liste de bénéfices, mais ça, c'est un des grands. C'est bon. Merci. Et, c'était sauver de l'argent, mais c'est moche. pardon? Mais c'est pas de sauver de l'argent directement. C'est sauver du temps d'aller en cours. Ça, c'est aussi moche que sauver de l'argent. Oui, oui, oui. Oui, mais avec aussi tout ce qui est autour de ça. Non, mais juste dire, OK, ça va être un coût moindre que d'autres, mais dites-moi pourquoi c'est un coût moindre. Toutes les ressources que ça... C'est ça. Oui, ça va me sauver de l'argent à la fin, mais tout ce qui est en train... Juste pour dire que je suis capable de le livrer à un coût moindre que l'autre, là, c'est une course vers le bas. C'est pour ça que tout est gratuit maintenant. Parce que tout le monde essaie de compétitionner sur le prix. Moi, je veux que mes clients payent beaucoup pour qu'ils sauvent beaucoup. Mais je veux pas laisser mon argent sur la table. Je veux que l'argent qui sauve, qu'il me donne une bonne partie de ça. Puis on va parler de ça tantôt. Puis c'est-tu difficile à calculer ça? Très difficile. Ils ne savent même pas comment le calculer. Mon client ne sait même pas. Non, mais les autres clients que tu avais, que tu as coachés, c'est difficile Des fois, c'est très difficile. On le sait seulement par la suite. Mais ça revient au principe. Les clients, ils prennent leurs décisions sur quoi? L'émotion. Donc, ils vont penser quelque part. Ils ont le sentiment quelque part que oui, ça va simplifier leur vie. Puis ça vaut de l'argent. Ils vont dire oui. Mais ça prend des années. C'est ton business case d'imprimantes, c'est toi ça? Pardon? L'impression d'imprimantes, là, X années. Je ne comprends pas nécessairement, mais il y en a plusieurs. Mais si on voit même Twitter, c'est quoi le bénéfice de Twitter? On ne le sait pas encore. Tout le monde l'utilise. Mais comment on met un signe de pièce là-dessus? Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore de modèle d'affaires. C'est pour ça qu'ils doivent retourner aux investisseurs pour aller chercher d'autres argent. OK, donc, canal de distribution. Là, c'est comment vous allez livrer. Là, on commence à parler de l'implémentation. Est-ce que c'est un service virtuel? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un app? Est-ce qu'il va avoir, comme ce que j'adore dans ton cas, à toi, Yannick, tu as des éléments de briques et mortier et aussi un élément en ligne. Puis aujourd'hui, c'est une combinaison. Les modèles d'affaires qui sont juste du web sont de moins en moins intéressants parce que c'est trop facile à dupliquer. Donc, c'est ici qu'on va trouver des façons de faire en sorte qu'il y a un élément que personne ne peut dupliquer. Les relations clients. Comment vous allez bâtir une tribu autour de votre idée? La communauté. Tribe, ça c'est un autre concept que Seth Godin a amené. Bâtir une tribu de gens qui, pas seulement les utilisateurs, mais qui vont être aussi vos évangélisateurs, qui vont être vos promoteurs. Comment vous allez attirer, garder, faire croître cette tribu loyale et enthousiaste autour de votre offre. Donc, vous êtes en train de bâtir des communautés. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un élément très émotionnel. Même si c'est un produit le plus plat possible, là, je n'ai pas d'idée qui viennent à la tête, mais je suis certain qu'on peut en trouver des choses plates, mais où est-ce qu'il y a une tribu loyale autour, ça serait quoi? Des bobettes. Non, mais c'est ça, personne ne voit les bobettes, mais si je porte du Calvin Klein, ça veut dire quelque chose. Si je porte du Target, ça veut dire autre chose. Et c'est justement ça, il faut trouver, où est le sexe dans ce que vous offrez. Puis c'est pour ça que je voulais voir dans ta présentation beaucoup plus de cette émotion. Il faut rendre ça sexy, attrayant, parce que les gens décident sur leur émotion et justifient avec leur raison par la suite. C'est pour ça que bâtir une tribu est super important. C'est pour ça que vous allez faire des t-shirts. C'est pour ça que vous faites faire des stickers. Votre site web va avoir des éléments. Votre présence sur les réseaux sociaux, sur les communautés. Tout ça, ça entre en ligne de compte. De créer une expérience.
Flux de... Oui, Red Bull, ça doit être les champions, là, justement. exactement. Coke, Red Bull. Coke, c'est quoi? C'est une fraction de sous de sucre avec un peu d'eau pétillante. Mais ils font des millions, puis des milliards, puis des milliards de ça. Le brand est fort. Il faut le brander. Il faut trouver une façon de vous démarquer de cette façon-là. Les flux de revenus. C'est là que maintenant, vous avez regardé comment vous allez créer la valeur, vous regardez comment vous livrez, puis ici, c'est comment vous récoltez. Et d'où l'importance de l'étape de validation dans les 5 éléments de croissance d'entreprise. Idée, découverte, validation, puis après ça, l'expansion. Mais la validation, la connexion produit-marché, la correspondance produit-marché, product market fit, c'est quoi la valeur? Combien les gens sont prêts à mettre sur la table? Et le but, c'est de rendre vos coûts de production aussi bas que possible et d'établir votre prix aussi haut que possible, juste assez haut pour que si vous l'augmentez un peu, les gens vont crier « ouch ». Donc là, vous baissez un petit peu, puis là, vous savez, vous avez le bon montant. Parce que vous ne voulez pas laisser de l'argent sur la table. Et c'est le plus grand problème du start-up aujourd'hui. Tout le monde veut tout donner, puis ils ne regardent pas leur flux de revenus, puis ils laissent de l'argent sur la table, puis après ça, 3 ans après, il n'y a plus d'argent, le service ferme. Pourquoi attention par heure? Attention. Donc, ça, c'est différentes façons d'établir vos prix, forfait, souscription, location, licence. Vous pouvez demander à la personne de payer par heure. Faire attention parce que vous voulez trouver des façons que les gens payent, mais qu'ils n'ont pas besoin de penser, comme si vous leur demandez de payer ou de retourner au bon de stationnement pour mettre leurs 25 sous, les gens vont peut-être se dire « Oh non, je ne veux pas, je vais partir plus tôt ». Donc, le système C'est un monopole, c'est oui. un monopole. Mais comme exemple, mais c'est pour ça que moi j'adore le système à Montréal. On paye, ça fait pas mal, c'est sur une app. Et si j'ai besoin de partir plus tôt, j'y pense même pas. Si j'ai besoin de mettre un peu plus d'argent, je ne sais pas si l'app le fait automatiquement, mais c'est facile de le faire. Ça arrive à Québec, là, je pense. Là. Oui, donc c'est ça. Donc, mais il y a des fois qu'il y a des stratégies de paiement par heure va fitter avec ce que vous voulez faire. Donc, ce qu'une personne fait et ce qu'une autre personne fait, ça dépend beaucoup de vos objectifs, de votre modèle d'affaires. Donc, il n'y a pas une façon. Dans le développement de votre Canva, je vous invite à trouver 5 façons indépendantes de créer des revenus. Même si vous ne les mettez pas tout de suite en application, mais 5 façons indépendantes de créer du revenu. Puis moi, je peux penser au moins 3 pour ton cas. Pas ça, c'est venu pas déjà 5. Oui, OK, parfait. Parce que c'est ça, surtout, si vous savez, comme dans ton cas, tu sais où est-ce que les voitures vont, tu es capable, comme il y a toutes sortes d'informations, que tu es capable de faire payer plusieurs personnes dans le système. Donc, c'est de maximiser l'argent qui entre. Questions, commentaires? Ça, c'est difficile. Les gens ont de la misère. Ils se disent, ben, si je trouve cher, j'aurais pas il n'y aurait personne qui va venir me voir. Vous êtes mieux de demander trop cher au début, puis après ça, donner des spéciales, temporaires, mais spéciales, et que d'établir vos prix trop bas, puis essayer de les monter par la suite. Ça, c'est mortel. Puis regardez, c'est quoi la différence entre le coût de production d'un Apple ou d'un Samsung? Ça coûte le même prix, mais lequel peut demander le plein prix, puis l'autre, c'est juste, les gens le veulent seulement si c'est subventionné. Donc, regardez, il y a tellement d'exemples où est-ce que les entreprises laissent l'argent sur la table. OK, maintenant, c'est comme ce côté-ci du Canva, c'est comment vous allez mettre en action votre Canva. Les activités, pensez en termes de projet. J'ai un couple
j'ai un couple d'informations que je vais mettre sur le Basecamp à propos de comment penser en termes de système et de projet. Donc, les activités clés et les ressources clés. Mais en gros, un projet, c'est un ensemble d'activités autour d'un livrable qui est fixé dans le temps. Et je vous encourage de penser toujours en termes de projet. Moi, si vous regardez mon disque dur, tout est projet. Je reçois la demande d'un client, j'ouvre un projet. J'ai quelque chose à livrer, j'ouvre un projet. Donc, entre mon OmniFocus, puis mon Daylight, puis mon Evernote, je gère mes projets. J'ai un système de gestion. Puis, c'est toujours sur des livrables, sur des journées précises. Puis, la plupart du temps, je suis capable de livrer en temps. Des fois, si j'ai besoin d'avoir plus de temps ou plus d'argent, mais au moins, je suis capable de gérer mes ressources. Donc, activités clés, ressources clés, c'est tout autour de la gestion des projets. Ressources, il faut regarder toutes les ressources dont vous avez besoin. Puis, on va aller plus loin là-dedans dans la section quand on va parler des finances. Les partenaires. Très, très important d'identifier dès le début qui sont toutes les personnes de près ou de loin qui peuvent vous aider à faire avancer votre projet. Et ce que je vois souvent, c'est qu'il y a souvent des segments clients qu'on identifie ici, des partenaires, mais on se rend compte, non, c'est des partenaires qui sont vraiment nos clients, et certains des segments ici sont plutôt des partenaires. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient selon la situation, selon l'étape de l'entreprise. Donc, c'est comme toutes les autres personnes, les autres parties prenantes vont ici dans partenaire. De quelle façon chaque groupe peut vous aider, peut vous nuire? Et c'est ça qu'on regarde quand vous allez définir les partenariats. Finalement, structure de coûts, vos coûts fixes, vos coûts variables, c'est ça qu'on va regarder beaucoup lors du jour 6. Quels sont les risques, les inconnus, les économies d'échelle? Donc, avec ça, ce que vous remarquez, c'est que ici, ça c'est comment vous créez et livrer la valeur. Ici, c'est comment vous allez exécuter votre Canva, votre modèle d'affaires. Et ici, vous avez les coûts, vous avez les revenus. Qu'est-ce que vous avez? Une mesure rapide de est-ce que ça mérite de se bâtir en entreprise. Et justement, il y a des logiciels que je pourrais vous montrer par un break, que quand vous définissez bien ces éléments ici et vos flux de revenus différents, ça peut calculer, ça peut faire des estimés de votre marge de profit dès le début, juste à partir du Canva. Donc, c'est une façon rapide de comprendre le potentiel de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça, c'est les éléments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pour éviter quoi? C'est pour éviter de tomber en amour avec votre projet. Il faut tomber en amour avec le problème. Donc, ça se peut. Donc, le concept de pivot, le concept de disrupt, c'est tout relié à ça. Ça se peut que vous restez sur le même problème, mais vous vous rendez compte que le modèle d'affaires que vous avez planifié ne fonctionne pas. Il faut le changer. Mais on reste braqué sur le problème, mais on va viser un autre profil client. On va trouver une autre façon de livrer la valeur. Il faut tomber en amour avec leur problème. Et c'est en considérant chaque élément qui est sur votre Canva comme une hypothèse. Et c'est là-dessus que je vais marteler pendant les 8 prochaines semaines. C'est une hypothèse. Donc c'est quoi vous avez comme fait, comme preuve, qui valide ou invalide votre hypothèse. Parce que vous devez découvrir la vérité du terrain. Vous ne le savez pas encore. Tant et si longtemps que vous n'êtes pas rendu à la fin, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'en vient. C'est dans toute aventure de la vie. Le but ici, c'est de découvrir votre avantage légitime. Votre vrai avantage. C'est pas de ce que vous savez, de ce que vous savez, ou de ce que vous ne savez pas, mais c'est vraiment de découvrir cet élément-là.
ce que vous ne savez pas de ce que vous ne savez pas. Je veux que vous soyez choqués, que vous soyez surpris. Tant et aussi longtemps que vous n'arrivez pas ici, et on se dit « Wow! » Vous n'avez pas encore creusé assez en profondeur. Il faut vraiment, c'est maintenant qu'il faut faire ces découvertes-là à propos de votre marché, à propos de leurs besoins, ou même à propos de votre modèle d'affaires autour de ça. On va en parler, ça s'appelle à la chasse aux signes noirs, le Black Swan. Combien d'entre vous ont entendu parler de cette expression-là? Les signes noirs sont des événements inattendus qui bouleversent notre monde, mais une fois que c'est arrivé, et on regarde en arrière, c'était complètement prévisible. Par exemple, les événements du crash de 2008, des événements politiques qui arrivent. C'est toutes des choses qu'on se dit, oh non, je n'étais pas prêt pour ça, j'avais même pas pensé que c'était possible, mais maintenant que c'est arrivé, c'est totalement prévisible. Et vous voulez devenir ceux et celles qui provoquent des signes noirs. Que les autres vont dire, wow, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant que j'y pense, c'est totalement logique. Et votre capacité d'exécuter sur cette découverte-là, c'est ça qui va être votre réussite. Donc, pas seulement le fait de le découvrir, mais de livrer là-dessus. Et la seule façon de le faire, c'est de prendre pour acquis que tout ce que je sais, c'est hypothèse, puis ma mission, c'est de le valider. Donc, c'est ça. Au cours des prochaines semaines, vos canevas vont avoir l'air de ça, avec beaucoup de post-it, mais c'est une façon rapide. Demain matin, vous allez présenter votre canevas de cette façon-là. Ce qu'on va faire, ça c'est le livre, businessmodelgeneration.com. J'ai affiché dans Basecamp le premier 70 pages du livre, qui est disponible aussi là-dessus, donc qui résume leur façon de le voir. Puis chaque cours, mentor, auteur, a sa façon de l'adapter. Vous allez trouver votre façon de l'adapter à vous, mais les principes sont là. Puis une fois que vous connaissez, vous êtes familier avec ce modèle de Canva, il y a d'autres Canva qui existent. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir le créer pour vous autres. Mais c'est de bien comprendre le vocabulaire de base. Donc, c'est ça le Canva. Ce que je vous invite à faire maintenant, pour jusqu'à 30, donc les 40 prochaines minutes, vous avez des feuilles avec des Canvas devant vous. Je vous invite à monter votre Canva. Il y a un autre outil que vous pouvez utiliser aussi. Ça s'appelle Tuzit, ce que j'ai marqué ici. startupacademy.tuzit.com. J'ai envoyé une invitation à une personne dans chaque groupe. J'ai besoin d'envoyer le tien encore, que je vais faire tout de suite. Et ça vous permet, si j'ouvre... OK. Non, faites-le sur papier. J'ai de la misère avec l'Internet. Faites-le sur papier pour aujourd'hui. Mais les instructions sur comment utiliser Tuzit sont disponibles sur Basecamp. Et c'est une façon aussi, c'est un tableau, puis vous déplacez des post-it virtuels. C'est ça la seule différence. On peut inviter les autres de notre équipe. Je vais compléter, ce soir, je vais inviter tout le monde maintenant que j'ai toutes les adresses. Donc, tout le monde, si vous avez accès au Basecamp, vous allez avoir accès à Tuzit. Ça, c'est un app qu'il faut downloader? Non, c'est Web App. Web App. Oui, Web App. Mais pour ce soir, pour demain, juste utiliser le papier. Demain matin, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste prendre une photo de ça pour qu'on puisse le projeter à l'écran et vous allez expliquer votre Canva. OK? Donc, peux-tu aider au coaching de ça? Merci beaucoup. Donc, Mariona et moi, nous sommes ici pour vous aider à coacher. Ce que je suggère, c'est le premier 15 minutes, c'est en silence. Travaillez votre Canva, puis après ça, vers 10 et quart, on va circuler pour répondre aux questions. Puis, à 3h30, on va revenir ici, puis j'ai une petite chose que je veux faire avant de partir d'abord
4 à 6. Questions, commentaires? Let's go.